Le MAPAQ et la Financière agricole du Québec ont à cœur la réussite de la relève agricole. C'est pourquoi ils soutiennent les jeunes dans leurs projets de démarrage ou d'établissement. Les conseillers du MAPAQ sont là pour cibler les besoins et diriger vers les services conseils appropriés, et ceux de la Financière agricole sont des experts en matière de financement et d'assurance. Grâce au programme d'appui financier à la relève, une aide pouvant atteindre 50 000 $ est disponible. En agriculture, les défis sont grands, mais notre volonté commune de soutenir la relève l'est tout autant. Vous désirez démarrer une entreprise, faire une relève d'entreprise? Consultez le CLD de votre territoire. Vous profiterez de l'accompagnement et d'une aide technique au plan d'affaires, ainsi qu'à la recherche de financement et d'un suivi personnalisé à la réussite de votre croissance. La Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord et ses syndicats locaux sont fiers de soutenir le dynamisme et la diversité agricole de la région. Desjardins Entreprises tient à souligner l'apport des producteurs agricoles dans le développement régional. Le comité établissement-transfert de la relève agricole est fier de chapeauter le projet de mobilisation afin d'accompagner les jeunes producteurs de la capitale nationale. Le service de fiscalité et de comptabilité de la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord est heureux d'appuyer la réalisation de cette série agricole. Bonjour à tous, bienvenue à La Voix agricole. C'est notre dernière émission cette semaine et pour ce faire, nous allons à la découverte des microbrasseries. Nous allons aller rencontrer M. Luc Boivin de la microbrasserie Les Beauprés et également M. Frédéric Tremblay de la microbrasserie de Charlevoix. Sur ce, je vous souhaite une belle émission. La bière est une des boissons les plus appréciées des Québécois. Et ça date pas d'hier. En fait, à l'époque de la colonisation française, il y a effectivement de la bière qui va se produire ici, dans la vallée du Saint-Laurent. Au départ, il y a certains brasseurs privés, on pourrait dire, de petits entrepreneurs qui vont s'installer à Québec, à Trois-Rivières et à Montréal. Il y a même l'intendant Jean Talon qui va démarrer sa propre brasserie à Québec en 1668. Malheureusement, la bière ne va pas connaître un grand destin sous l'époque française parce que les gens d'origine française sont plutôt intéressés à boire du vin. Alors, la bière va demeurer une sorte de boisson de second ordre. Donc, c'est vraiment à partir du régime anglais, donc après la conquête britannique, qu'on va voir une explosion de la production brassicole ici dans la colonie. À la faveur, par exemple, de gens comme John Molson, dès les années 1786, qui vont établir des brasseries. On a d'ailleurs tout ce qu'il faut pour en produire, du grain en abondance, du houblon, on peut en faire venir facilement de l'étranger, donc c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Pendant longtemps, ça va être surtout de grands joueurs qui vont être ici, donc de grandes brasseries qui vont vraiment accaparer toutes les parts du marché. C'est à la fin des années 1960, début des années 1970, qu'on va voir apparaître de premiers micro-brasseurs, des gens qui vont décider de récupérer les traditions anciennes, d'amalgamer tout ça avec de nouvelles façons de faire pour créer des bières d'ici. Ce qui est intéressant au Québec, c'est qu'on n'est pas assujetti à une tradition. Un Belge qui ferait autre chose que de la bière belge, ça ne passerait pas. Alors qu'ici, on n'a pas cette contrainte-là. C'est ce qui permet d'explorer toutes sortes de facettes dans la microbrasserie de nos jours. Bien, en fait, comme dans tout départ, je dirais, c'est peut-être financier. Ça, c'est toujours un petit peu... tu t'attends jamais à ce que ça coûte aussi cher que... C'est jamais prévu. Il y a toujours des imprévus. Puis des tant qu'à. Tant qu'à le faire, tant qu'à. C'est que ça, on a eu plusieurs. Ça a été la plus grosse difficulté. On a quand même été bien conseillés au départ. Le CLD nous a aidés, nous a conseillés. On a rencontré aussi rapidement des gens établis ici sur la côte de Beaupré qui nous ont guidés vers des services. Okay. La ville de Sainte-Anne-de-Beaupré a été aussi très, très accueillante. Honnêtement, vu mon expérience, puis j'avais pas peur de me lancer dans ce projet. J'ai aussi l'expérience comme brasseur, donc puis aussi j'ai l'expérience comme du côté technique, tout ce qui est équipement, où se procurer les trucs, avec qui faire affaire. Puis, donc ça c'est l'avantage d'avoir l'âge que j'ai, puis l'expérience que j'ai. C'est sûr qu'il a fallu se faire connaître la première année.
Les gens de la côte, bon, ne connaissaient pas ça nécessairement. Une microbrasserie, il n'y en a pas ici, donc il n'y a pas vraiment d'expérience. Les gens sont curieux, heureusement. Alors, les gens viennent, ils aiment l'expérience, ils en parlent à d'autres. Puis là, on est rendu après 2 ans avec une belle clientèle de réguliers. Et puis, ces gens-là, en amènent d'autres aussi. Il faut savoir qu'on est situé sur le bord de l'eau. On a une terrasse l'été sur le bord du fleuve. L'hiver, on est sur la route 138, donc c'est la route qui relie les montagnes, Charlevoix, le Mont-Saint-Anne, le Massif. Alors, ça amène des gens. À la base, c'est 4 ingrédients. OK. Il y a l'eau, naturellement. Il y a le grain, l'orge. Souvent, les gens vont dire le malt, mais c'est un résultat, le malt. C'est que l'orge a été malté, a été transformé à la malterie. Donc, en gros, c'est qu'ils font germer. Ils font germer le grain, puis ils le font sécher. Puis ça nous donne du grain pâle comme ça. OK. Puis après ça, pour donner différentes couleurs, pour donner différents goûts de caramel ou de goût torréfié, là, ils vont laisser dans le séchoir plus longtemps. Ou bien ils vont torréfier comme ils font avec le café. OK. Alors, c'est comme ça qu'ils arrivent à faire différentes saveurs. Différentes saveurs, mais c'est toujours l'orge qui est Qui est l'élément principal. de base. OK. Ouais. On utilise aussi le blé. Oui. Ils font la même chose. On peut prendre du blé cru, comme dans les blanches. On peut prendre du blé malté. Dans les blanches allemandes, c'est ce que moi j'utilise, de style allemand. C'est ça. Donc, il y a différents... Vois-tu comme ça ici? Oui, c'est pas la même. Bon, je n'ouvrirai pas tous les sacs, mais Non. ça là ici, ça c'est de l'orge, mais qui a été mis en flocons. Ils appellent ça toasted. OK, ben oui. Mais c'est la même chose, c'est de l'orge pareil. Ça goûte ça plus sent que le ça sent. Ouais. Ah oui, OK. Ça goûte plus que ça sent, ça sent rien. Ça, c'est bon. Par exemple, j'utilise ça dans mes stouts, dans mes bières qui sont conditionnées, comme la Cream Ale, où ça amène une belle tenue de mousse, puis ça amène un goût particulier. C'est jamais des grosses quantités. OK. L'élément vraiment le plus important, c'est vraiment l'orge de base qui est l'orge blond. OK. Puis dans le houblon, comme on est ici, là. Donc, on était rendu, il y a l'eau, il y a les céréales. Après ça, il y a le houblon, la levure. OK. Le houblon, comme ce qu'on voit ici, c'est du houblon de la côte de Beaupré qui vient de l'houblonnerie Saint-Laurent. C'est la récolte 2013. J'en ai acheté plusieurs kilos cette année pour faire des tests, justement. Puis, c'est quoi la quantité de houblon dans la fabrication de votre bière? c'est jamais pareil parce que, tu sais, aujourd'hui, la mode est aux bières houblonnées comme les IPA. Alors, dans ce moment-là, tu en mets beaucoup plus. OK. Mais en ratio, tu sais, par exemple, pour 200 kilos de grains, je vais avoir 2 à 3 kilos de houblon dans une bière plus houblonnée. La plus belle réussite, moi, en fait, je dirais que c'est quand je vois la place remplie, remplie de gens de tout âge. Puis ça c'est ce que je disais souvent à Joanne. Quand je vois là, les vendredis soirs, là, il y a des gens là, de 20 à 70 ans. Là, je me dis, wow. Je suis un peu émotif, là, mais je me dis, wow, j'ai réussi. On a réussi, tu sais, à amener quelque chose de nouveau dans la vie de ces gens-là. Alors, vous êtes utile pour eux, vous apportez... Bien, c'est ça. On amène, tu sais, les pubs, il faut se le dire, c'est quand même des endroits où on vient relaxer, on vient jaser, un lieu de rencontre, exactement. Donc, tu sais, c'est plus positif que négatif. C'est jovial. Ce que je retiens, c'est que sur la côte de Beaupré, il manquait ça, une microbrasserie. Il manquait un lieu de rencontre. Il y a différents types de commerces, mais celui-ci, ce genre de commerce, il manquait ça. Alors, c'est ce que vous répondez à certains Oh oui, certain. Certain. Autant pour les locaux puis pour les passants, naturellement. En fait, la première, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Donc, on veut faire de la bière. OK, ça, c'est un. Le deuxième, c'est, quel genre de bière qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire une bière blonde? Est-ce qu'on veut faire une bière de type comme, dans ce cas ici, c'est une IPA? Est-ce qu'on va faire un type belge? Là, il faut savoir ce qu'on veut faire. À partir de là, là, c'est le choix des ingrédients. Le choix des houblons, le choix du grain, du malt, ce qu'on appelle le malt. Ensuite, le choix de levure, qui est associé avec le style qu'on veut faire. Puis, c'est ça. Puis après ça, là, c'est
c'est le procédé de fabrication, c'est le temps que ça prend. Ça prend comme je dis, entre 2 semaines et 1 mois, selon les types de bières. Puis après ça, là, on décide ce qu'on veut faire. Comme nous, ici, on a un permis industriel. Alors moi, je peux en vendre à l'extérieur. Je ne suis pas obligé de le faire, mais je paye pour un permis industriel, donc j'ai de la demande à l'extérieur. Il y a des bars à Québec, dans la région de Montréal, qui m'en achètent. Donc là, rendu au moment, quand la bière est prête, là, je décide qu'est-ce que je fais. Est-ce que je l'embouteille? Est-ce que j'en embouteille une partie? Est-ce que je vais mettre tout ça en fût pour être vendu ici au bar ou à l'extérieur? Alors, c'est ça qu'on décide en dernier. Là, l'embouteillage, c'est récent. On a commencé à en faire des petites quantités. Donc, à chaque brassin que je fais, à chaque bière que je fais, j'en fais un petit peu en bouteille pour offrir à notre clientèle la possibilité d'en amener à la maison. Il y a beaucoup de littérature là-dessus. C'est comme faire de la sauce à spaghetti. Il y a différents livres là-dessus, mais c'est la même chose. Il y a beaucoup de littérature. Donc, tu veux faire un style anglais, une pale ale anglaise, bien, il y a des livres là-dessus. Puis, ils vont te décrire, même si tu n'es pas allé en Angleterre en boire toi-même, ils vont te décrire qu'est-ce que c'est supposé de goûter, les ingrédients qu'eux utilisent, puis aussi un peu l'historique, pourquoi, puis etc. Alors, toi, moi, ça me permet de, OK, je lis ça, OK, qu'est-ce que j'ai au Canada ou au Québec qui peut ressembler à ça? Puis, c'est de plus en plus facile d'avoir les ingrédients. Aujourd'hui, le monde est ouvert, puis avoir les levures, avoir le grain, avoir... Oui, une fois que j'ai transféré le liquide sucré, je l'envoie dans la bouilloire. Une fois qu'il est clair, je l'envoie dans la bouilloire. OK. Le liquide s'en va là? Le liquide s'en va là. Je rajoute un peu d'eau pour aller chercher mes quantités, parce que j'ai besoin... moi, ici, je fais du 850 litres, 800-850 litres. Okay. Donc, je rajoute de l'eau pour aller chercher ce qui va me manquer pour mon volume, avoir mon volume. Okay. Après ça, donc la céréale, là, je l'hydrate au complet. En fait, elle reste humide, mais ça, c'est donné... ici, j'ai la chance d'avoir des fermiers. Ah, c'est ça. Puis je donne ça, je vais porter ça aux vaches, puis les vaches aiment bien ça. C'est comme une petite gâterie. C'est ça, parce qu'il y a encore beaucoup de sucre dedans. Il y a beaucoup de protéines dans le grain, puis il y a du sucre. Il reste peut-être 15 de sucre, vu que c'est artisanal. On n'a pas l'efficacité des grandes brasseries de ce monde, là, où ils veulent aller chercher chaque gramme de sucre. Moi, il reste du sucre. Donc, pour les animaux, c'est intéressant au goût. Ben oui. Là, pour vous, il n'y a pas de perte. Puis, c'est un grain, c'est de l'orge, c'est du blé. Il n'y a pas de produits chimiques de rajouter, il n'y a rien. Ça vient de la malterie. Donc, c'est ça. Alors, puis non, c'est ça. Puis les vaches ici, en tout cas, ils reconnaissent mon camion. Puis quand j'arrive, ils courent après moi dans le champ. Quand je fais une nouvelle recette, je n'irai pas, par exemple, avec un ingrédient que je ne connais pas, j'en mettrai pas trop. Je vais y aller graduellement. Okay. Pour après ça, analyser et dire, OK, bon, là, ça ne goûte pas assez. Bon, la prochaine fois, j'en vais en mettre plus. Mais c'est pas raté pour autant. Non, c'est pas raté. Non, c'est pas raté. C'est pas nécessairement ce que je pensais. Tu sais, je ne sais pas les autres brasseurs, mais moi, la bière, je la vois. Je la goûte même pas, je la vois. Okay. Mais quand je la vois, je goûte en même temps. Là. Ouais. Mais en la faisant, je l'avais, ou en l'écrivant la recette, j'imagine les goûts. Puis c'est de là, après ça, là, let's go, on mélange tout ça ensemble, puis on regarde le résultat, on attend le résultat, puis c'est ça. Je pense pas d'avoir la vision d'un entrepreneur qui voit loin. J'ai jamais été comme ça. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est peut-être l'ajout d'équipements, d'autres fermenteurs pour pouvoir fournir, parce que j'ai de la demande pour la région de Québec, même je pourrais en envoyer plus loin. Maintenant, si je peux me limiter à fournir la région ici, Charlevoix, la Côte-de-Beaupré, la région de Québec, juste ça, là, ça serait parfait. Puis c'est ce que je vois pour les prochaines années. Ici, peut-être un petit peu travailler sur l'aménagement, la terrasse, une meilleure visibilité aussi. Tu sais, des trucs comme ça. Là, consolider ce que vous avez. Oui, exactement. Mais un rajout d'équipement, ça, c'est sûr. OK. Oui, pour pouvoir fournir. Puis peut-être produire un petit peu plus de bouteilles. Puis c'est ça. Ici, moi, je travaille avec 3 souches de levure différentes. Okay. Une allemande, une anglaise et puis une belge. OK.
Ça marche avec les types de bières que vous vouliez faire. C'est ça, c'est ça. Tu sais, comme avec l'allemande, je fais 2 bières. Avec la belge, j'en fais 3. Puis avec l'anglaise, j'en fais 5, 6, environ 7. Ça dépend, là. Ouais. Des styles différents, mais qui sont appropriés à la levure. OK. Bien, le houblon, en fait, ça a été amené par Jean Talon au début pour coloniser la ville de Québec principalement. Puis c'est à ce moment-là qu'on commençait à l'introduire dans la bière. Puis ça donnait un meilleur résultat à la bière, aussi un goût, une amertume intéressante pour les personnes qui la buvaient. Puis le houblon, ça se trouve être une plante grimpante qui produit des cônes aromatisés. Puis c'est ces cônes-là qu'on fait sécher, par la suite qu'on transforme en produit final la granule pour qu'après les maîtres brasseurs puissent concocter là, leur recette de bière qu'ils désirent là, chez eux à leur microbrasserie. En fait, l'expertise, on est allé chercher surtout aux États-Unis puis en Europe. Puis de plus en plus, à force de travailler avec les autres houblonnières du Québec, on est en train de développer là, vraiment un canevas par rapport à la culture, puis aussi aux variétés qui sont intéressantes là, avec un rendement là, viable pour nos plantations. Bien, en fait, il y en a à peu près peut-être une centaine dans le monde, mais ici, accessible pour nous, peut-être une quarantaine, puis qu'on cultive, bien là, il y en a beaucoup moins. Là. Nous, la coop, on produit une vingtaine de variétés à petite puis à moyenne échelle pour vraiment là, réussir à trouver là, les variétés qui sont adéquates autant à notre climat qu'à nos microbrasseries. Bien, en fait, ça commence à l'automne. Un coup que la récolte est faite, on taille les plants au sol en décembre pour vraiment là, lui permettre de se reposer pendant l'hiver. Puis au printemps, quand elle repousse, là, vraiment, on tombe dans le cycle de croissance. On s'assure que la plante a un tuteur pour grimper. Okay. Puis par la suite, on fait certaines tailles de feuilles pour la prévenir contre les maladies et tout. On y met de l'engrais pour favoriser là, vraiment le développement là, des fleurs. Puis après, c'est les fleurs qui se transforment en cônes. Puis les cônes, c'est eux qu'on récolte. Quand on récolte, on ne récolte pas au champ. On récolte la plante au complet, qu'on amène au site de transformation. Et c'est là qu'on passe les plants dans une machine qui va permettre de séparer les cônes et les tiges du plant de houblon pour après aller se faire sécher. Pendant le séchage, ça c'est un moment critique. Le séchage et l'emballage, on a un délai très court à respecter pour permettre là, aux huiles essentielles d'être conservées puis empêcher la détérioration là, au maximum. Là. C'est ça. On a à peu près une fenêtre là, de 72 heures là, pour en arriver là, à un produit pressé en vrac. Après, idéalement, on l'envoie dans une chambre froide où c'est que la température est contrôlée. Puis c'est par la suite qu'on granule vraiment sous forme finale pour l'utilisation. En fait, on le vend toujours à 100 %. Dû au fait, il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. De plus, la conservation du houblon là, peut aller là, jusqu'à 1 an et demi là, facilement. Fait que on n'a pas de difficulté là, avec la date d'expiration. Okay. Puis les microbrasseries, eux, ils augmentent leur volume, ce qui va nous permettre, en même temps qu'on augmente nos volumes, de continuer là, à vendre notre houblon là, au complet. J'ai une vision positive grâce surtout aux producteurs de houblon qui continuent à vouloir agrandir leur plantation puis à se spécialiser de plus en plus là, pour diminuer là, les frais d'opération puis surtout la rapidité auquel on est capable de produire une quantité intéressante. L'équipe de la Direction régionale de la capitale nationale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, fière accompagnatrice de la relève agricole dans la région. D'abord, on a démarré l'entreprise au centre-ville de Baie-Saint-Paul dans une formule qui est un peu hybride microbrasserie-restaurant pour pouvoir avoir le contrôle sur la vente des bières. Donc, les bières qu'on vendait sur place, c'était uniquement les nôtres. Aussi, pour avoir une interaction directe, connaître ce que les consommateurs, ce que nos clients aimaient le plus. Puis, on a commencé dès 1999 à embouteiller certaines bières, vendre ça dans... Peut-être on va avoir une vingtaine de points de vente au Québec en 1999 et on a progressé tranquillement pas vite jusqu'en arrivant en 2005 avec un projet d'expansion, ferme brassicole, qui malheureusement n'a pas pu se réaliser pour
plein de raisons de réglementation. Et en 2008, on a commencé la construction de l'usine dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Les opérations ont commencé en 2009. Et aujourd'hui, en 2014, on est rendu avec autour de 5000 hectolitres de bière brassée par année, comparativement à 600 hectolitres de bière qui étaient brassées au Saint-Pub, où on continue de brasser d'ailleurs encore aujourd'hui. Hein? C'est bon? Il faut mettre des lunettes. Les lois, réglementations, tout ce qu'on peut avoir comme paperasse à remplir. Quand tu es un jeune entrepreneur, on avait à l'époque 25-26 ans quand on a commencé à travailler sur le projet. Énormément de fougue, beaucoup de passion pour un produit qui nous tenait à cœur, pour une région qui nous tenait à cœur. On voulait absolument revenir vivre dans Charlevoix. On avait d'autres opportunités en périphérie de Montréal. Ça aurait été beaucoup plus facile. Mais une des choses qui était certaine, c'est qu'on voulait venir vivre dans Charlevoix. Donc, beaucoup de passion, tout ça, mais quand on a commencé à travers toutes les réglementations, l'alcool, le zonage, tout ce qu'on peut imaginer, ça nous a pris énormément de temps. Mais oui, on commençait à être un peu échaudé. Il y avait énormément d'embûches. Aussi, peut-être, les gens avaient une certaine crainte parce que quand on leur parlait de faire la bière en 98, c'était pas comme aujourd'hui, en 2014, où il y a 120 brasseries au Québec, puis c'est le goût du moment, plus que ça, mais ça fait partie de nos mœurs maintenant, les microbrasseries. Mais en 98, les gens avaient peur. Sur la guillotine, ça part, puis là, tout va être arrosé, puis ça, c'est mélangé là-dedans. C'est de l'eau qui est mélangée avec ça, tout simplement. Puis l'eau à Baie-Saint-Paul, on a une eau qui vient de la nappe phréatique qui est absolument hallucinante. Une eau douce, presque pas de sels minéraux. Vraiment... Ça paraît aussi dans la qualité de... Bien, nous, ça nous donne la possibilité de brasser à peu près n'importe quoi. Si on veut, disons, on veut faire une bière de style Pale Ale, dans laquelle les sels minéraux, une dureté plus élevée va favoriser le développement des arômes de houblon, bien, on peut l'ajouter en ajoutant des sels minéraux. Mais quand tu as une eau qui est déjà dure, bien là, c'est très difficile d'enlever les sels, là, parce que là, ça prend toutes sortes de machines. Là. Fait que faire de l'osmose inversée, puis aller distiller presque ton eau. Fait que nous, on est chanceux, est bonne. Avant, oui, il y a toutes les technicalités, la comptabilité, ces choses-là, mais je pense que les embûches, on les passe, c'est pas par les acquis, c'est par la passion, c'est par l'inné. Puis je pense qu'au Québec, on a énormément d'entrepreneurs de qualité qui ne le savent pas. On est tous des gens passionnés, puis c'est ce qui nous permet d'aller plus loin. La deuxième qualité, ce serait de bien s'entourer de toutes les autres personnes dont je parlais, qui ont les compétences techniques pour faire la comptabilité, ces choses-là. Puis comme ça laisse plus de temps aux passionnés de se passionner pour ce qu'il y a à faire pour faire grandir l'entreprise. Parce que ce qui fait grandir une entreprise, c'est pas les chiffres, c'est pas la paperasse, c'est la passion puis la vision de l'entrepreneur. Je pense que ce qu'on entend le plus des produits de microbrasserie Charlevoix, c'est oui, qualité, mais ça, c'est un peu cliché, mais stabilité. Nos consommateurs rachètent nos produits encore et encore parce qu'ils savent que ce qu'ils vont acheter va être bon, va être stable, va goûter ce qu'ils goûtaient la dernière fois, puis ça, à quoi ils s'attendent. Donc, quand le consommateur paye pour quelque chose, il est en droit de s'attendre à avoir quelque chose de bon. Puis ça, c'est une de nos grandes forces quand je parle avec les détaillants, parce que moi, mon client, moi, c'est le détaillant, bien entendu. Puis les détaillants, ce qu'ils nous disent, c'est ça, c'est chez vous, on est sûr, le produit est bon, il est stable, on n'a pas de retour, les consommateurs reviennent et rachètent. Puis dans un contexte où il ouvre à peu près une nouvelle microbrasserie par mois, sinon plus, il y a un défi là, à atteindre, c'est de conserver sa place sur les tablettes. Puis moi, je pense que c'est une des bonnes façons qu'on a trouvées, c'est de stabiliser, de s'assurer que la qualité est stable, que le produit est stable. Puis comme ça, notre consommateur y rachète. Et c'est ce qui se passe sur le plancher parce que c'est sûr que le consommateur de bière de microbrasserie est un infidèle. Il va vouloir essayer tout ce qui sort. C'est un peu comme dans les vins, hein, quand on s'en va à la SAQ, on va essayer le vin qui va aller avec le repas. C'est la même chose dans la bière maintenant. Et nous autres, c'est pas un petit pot Fleischmann qu'on utilise pour faire de la bière. C'est beaucoup plus fancy que ça.
Nous, on a différentes souches de levure. On a une qui est spécifique à la Dominus Vobiscum. Toutes les bières Dominus Vobiscum sont brassées avec la même bière ou fermentées avec la même levure. Oui. Puis la vache folle, elle a sa personnalité, donc c'est sa souche. Puis la grand fond a sa personnalité, donc sa souche. Puis on le voit ici, là, la levure, ça se trouve être la petite pellicule blanchâtre que tu vois là. OK. Puis ça se trouve être Gérald qui fait toute la culture de levure, qui va s'assurer qu'elle est toujours en bonne santé. Puis ça, c'est précieux. C'est notre ouvrier. Là. Lui, il travaille 24 heures sur 24, pas besoin de vacances. Mais c'est ça qui fait la différence. Oui. C'est vraiment le secret du brasseur, c'est la souche de levure. OK. Tu sais, tantôt, tu vas voir les sacs de grains de malt qu'on utilise. Il n'y a aucun problème. Tu vas voir d'où ils viennent. Ça ne nous dérange pas. Les houblons, on l'écrit sur notre étiquette. Tu sais. C'est rendu la grosse mode. C'est un secret? Ça, c'est un secret. Pour vrai? Ah oui, ça, la levure. Dans le fond, c'est votre recette? C'est notre souche. On a travaillé longtemps pour trouver la souche qui donnait à nos bières la personnalité qu'on voulait y donner. Fait que maintenant, c'est sûr que le brasseur y est pour beaucoup sur le travail. Ouais. Mais tu vois, on a 3 brasseurs ici qui brassent la bière. Puis tu peux pas savoir qui nécessairement l'a brassé. Okay. Par contre, si je prends ma levure de vache folle puis je la mets dans la recette de Dominus Vobiscum Trip, tout de suite, tu vas dire non, ça marche pas. Là. Ah, ouais. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ouais. Et les céréales, on les donne au bétail qui adore ça. Parce qu'il n'y a pas de perte, c'est délicieux. Mais contrairement à la croyance populaire, c'est pas en raison de l'alcool que le bétail aime ça, parce qu'il n'y a pas d'alcool, mais c'est encore sucré, très protéiné. Donc le bétail adore. C'est une excellente moulée. Ensuite de ça, on va bouillir. Et c'est pendant l'ébullition qu'on va ajouter le houblon. Le houblon, comme je vous le disais, c'est une fleur. Donc, par infusion, on va extraire les huiles essentielles et les résines amérisantes qui sont présentes dans la fleur de houblon. Puis, ça va donner les saveurs, l'amertume à la bière. Suite à ça, on va refroidir le mou qui est à ébullition, donc à 100 degrés. On va le refroidir autour de 20 degrés Celsius pour les ales et 10 degrés Celsius pour les lagers. On va mettre ça dans un fermenteur. On va ajouter une souche de levure qui est vraiment l'ouvrier secret de la bière. Chaque brasserie a sa souche de levure et on va laisser fermenter. Ça va fermenter entre 10 et 20 jours, tout dépendant du degré d'alcool, de la température de fermentation de la bière. Et puis, au bout de ça, on a ce qu'on appelle une bière verte, donc qui est très, très jeune, dans laquelle il y a beaucoup de levure. Alors là, il y a toutes sortes de processus pour séparer la levure, se débarrasser de la levure, que ce soit de la filtration, du collage. Puis après ça, on va mettre cette bière qui a été purifiée dans une cuve, la carbonater si nécessaire, l'embouteiller. Et vous la retrouvez sur vos tablettes pour consommation. Ça, on est un peu spécial. Moi, les bières, je peux quasiment les appeler par leur nom. Ce que je veux, c'est donner une expérience au consommateur. C'est très rare qu'on va s'attendre à avoir un consommateur qui vient nous voir et qui dit « j'aimerais avoir telle affaire ». Ça part de toute notre équipe ici. On est vraiment tous des passionnés. On va s'asseoir, on va boire de la bière ensemble, mais pas juste pour faire des chins. On goûte à ça. On a une passion pour la bière. Puis c'est ce qu'on veut partager avec la personne qui va consommer notre produit. Donc, quand on a une idée pour une nouvelle bière, c'est plus une idée sur une personnalité. On va arriver, on va se dire, j'ai pas goûté ça, ou peut-être j'ai goûté quelqu'un d'autre quand j'étais dans un voyage en Australie ou en Inde, puis j'ai goûté quelque chose, puis je veux faire goûter cette expérience-là. Puis on va travailler avec ça. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup des produits de la microbrasserie Charlebois sont un peu inorthodoxes. On a une bière noire au lactose, une IPA au seigle, sans être des affaires complètement capotées, comme je vous disais tantôt, mélanger des huîtres dans un gâteau, là. Mais on essaie d'arriver avec des produits qui n'existent pas sur le marché. Ou si on a une nomenclature qui est similaire, comme triple ou double, le produit qu'on va mettre sur le marché va avoir vraiment une personnalité qui va se démarquer complètement de ce qu'on peut trouver ailleurs. Puis ça, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Puis quand après ça, on goûte le produit, on n'est pas en train juste de peaufiner sur un petit peu plus d'amertume, un petit peu moins, trop acide, trop sucré. C'est la personnalité dans son ensemble. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole et c'était la dernière de la saison. Je vous remercie également d'avoir suivi la série. Je voudrais remercier également tous les invités, tous les producteurs qui nous ont accueillis et également toute l'équipe technique qui a travaillé sur cette émission-là. Et moi, je vous dis peut-être à bientôt. Sur ce, chin chin!
désirez démarrer une entreprise? Faire une relève d'entreprise? Consultez le CLD de votre territoire. Vous profiterez d'un accompagnement et d'une aide technique au plan d'affaires, ainsi qu'à la recherche de financement et d'un suivi personnalisé à la réussite de votre croissance.